Agatha Raisin enquête. Meurtre au salon de thé. Une tarte un peu trop maison. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne The Beaton Files. Ce soir, nous retournons dans les charmants et trompeurs paysages des Cotswolds où l'odeur de la pâtisserie cache parfois un parfum beaucoup plus amer. Une rivalité culinaire, un salon de thé trop parfait et une cuillère mortelle, voilà le menu de notre enquête. Alors, avant de vous installer confortablement, prenez un moment pour mettre un j'aime et vous abonner. Mais seulement si ce que je fais ici vous plaît. Dites-nous où vous vous trouvez et quelle heure il est en ce moment dans les commentaires. J'adore savoir qui mène l'enquête avec nous ce soir. Éteignez la lumière, allumez peu, être une lampe pour une lueur tamisée, et c'est parti pour cette soirée. Chapitre 1. Agatha Raisin et la rivale parfaite. Le soleil printanier inondait le village de Carcélie, faisant étinceler les toits de chaume et briller les narcisses le long des murets de pierre. C'était le genre de matinée qui aurait dû remplir le cœur de n'importe quel habitant de joie et de sérénité. N'importe qui, sauf Agatha Raisin. Agatha marchait d'un pas lourd le long de la rue principale, ses talons claquant avec une fureur contenue sur le trottoir inégal. Elle tira sur le col de sa veste en tweed, se sentant soudain engoncée et trop habillée. Son regard noir était fixé sur la source de son tourment. Une charmante bâtisse au volet lilas, devant laquelle une file d'attente s'étirait déjà jusqu'au bureau de poste. Une enseigne en bois peint, oscillant doucement dans la brise, annonçait en lettres cursives élégantes « Le coin de lavande ». Agatha renifla avec mépris. Depuis 2 semaines, Carcélie ne parlait plus que de cela. L'ouverture de ce nouveau salon de thé avait provoqué une frénésie que même la fête paroissiale annuelle peinait à égaler. Et la responsable de ce chaos n'était autre que Clarissa Blake. Rien que de penser à ce nom, Agatha sentit une veine battre sur sa tempe. Clarissa était une veuve arrivée de Londres, tout comme Agatha l'avait été autrefois. Mais là où Agatha avait dû lutter, trébucher et parfois intimider pour se faire accepter, Clarissa s'était glissée dans la vie du village avec l'aisance d'une reine retrouvant son trône. Elle était mince, toujours vêtue de lin impeccable, et possédait ce genre de rire cristallin qui donnait envie à Agatha de commettre un meurtre, figurativement parlant bien sûr. Agatha s'approcha du groupe de femmes qui attendaient devant la porte. Elle reconnut la postière et quelques membres de la Société des Dames de Carcélie. « Bonjour Agatha !» lança joyeusement l'une des femmes. « Vous venez goûter les scones de Clarissa ? Ils sont divins !» Elle utilise une recette secrète de sa grand-mère. Agatha força un sourire qui ressemblait davantage à une grimace de douleur. « Je ne mange pas de pâtisserie le matin, mentit-elle. Je surveille ma ligne. »« Oh, quel dommage !» répondit la voisine sans remarquer le ton acerbe. Clarissa disait justement hier que la cuisine rustique avait son charme, mais que le vrai chic anglais résidait dans la finesse. Elle a promis de nous donner un cours sur l'art de recevoir. Rustique. Le mot frappa Agatha comme une gifle. Elle savait pertinemment que ce commentaire la visait. La semaine précédente, elle avait tenté d'impressionner James Lacey avec un ragoût qui avait malheureusement attaché au fond de la casserole. La porte du salon de thé s'ouvrit et Clarissa Blake apparut. Elle portait un tablier blanc immaculé sur une robe à fleurs bleues et ses cheveux blonds étaient relevés en un chignon faussement négligé qui avait dû prendre une heure à coiffer. « Mes chers amis !» s'écria Clarissa en écartant les bras. « Entrez, je vous en prie. La première fournée est tout juste sortie du four. » Son regard tomba sur Agatha, restée en retrait. Le sourire de Clarissa s'élargit, mais ses yeux bleus restèrent froids. « Madame Raisin, quel plaisir. Je ne pensais pas vous voir ici. James m'a dit que vous préfériez les plats plus consistants. » Agatha sentit la chaleur lui monter aux joues. James, il lui parlait donc. Pire, il parlait d'elle à cette femme. « James a des goûts simples, » répliqua Agatha sèchement. « Tout comme moi. C'est tout à votre honneur. » répondit Clarissa avec une douceur condescendante. « Il faut de tout pour faire un monde, n'est-ce pas ? Même des gens qui apprécient les choses simples. Mais si jamais vous changez d'avis, il reste une petite table près des toilettes. » Agatha tourna les talons avant de dire quelque chose qu'elle pourrait regretter devant témoins. Elle s'éloigna à grandes enjambées, le rire musical de Clarissa résonnant dans son dos comme une moquerie. Elle bifurqua vers son propre cottage, pestant contre les pavés. Elle détestait Clarissa Blake. Elle détestait sa perfection, ses scones, et surtout la façon dont James Lacey semblait graviter autour de ce maudit salon de thé comme un papillon de nuit vers une flamme. Agatha poussa la porte de sa cuisine et fut accueillie par 2 pères d'yeux inquisiteurs. Hodge et Boswell, ses 2 chats, étaient assis sur la table, attendant leur petit déjeuner.
Vous n'allez pas vous y mettre aussi ?» grogna Agatha en jetant son sac sur une chaise. Elle ouvrit une boîte de pâté et la versa dans leur gamelle avec un peu trop de vigueur. Boswell, le plus affectueux des deux, vint frotter sa tête contre sa jambe avant de se jeter sur la nourriture. Agatha soupira et se laissa tomber sur une chaise, regardant ses compagnons manger. « Elle est insupportable » dit-elle à voix haute au chat. Elle se prend pour la reine des Cotswolds avec ses napperons en dentelle et ses airs de sainte. Et James ? James est un idiot. Hodge leva la tête, une moustache maculée de sauce, et la fixa un instant avant de retourner à son repas. Ce silence, étrangement, apaisa Agatha. Ici, au moins, elle n'était pas jugée pour ses talents culinaires ou son manque de finesse. Elle se leva et se prépara un gin tonic, même s'il n'était que 11 heures du matin. Après tout, c'était pour des raisons médicinales. Elle avait besoin de calmer ses nerfs. En sirotant son verre, son regard se posa sur une affiche qu'elle avait arrachée avec colère du tableau d'affichage de la salle paroissiale la veille et jetée sur le comptoir. Elle la lissa du plat de la main. Grand concours de tarte aux fruits, organisé par le Coin de Lavande. Juge principale, Clarissa Blake. Une idée commença à germer dans l'esprit d'Agatha. Une idée dangereuse, motivée par l'orgueil et blessée par la jalousie. Clarissa pensait qu'elle était rustique, qu'elle n'avait aucune finesse. Agatha allait lui montrer. Elle allait participer à ce concours et elle allait gagner. Peu importait qu'elle n'ait jamais réussi une pâte brisée de sa vie sans l'aide du rayon surgelé du supermarché. Elle trouverait un moyen. Elle prouverait à tout le village, et surtout à James Lacey, qu'Agatha Raisin n'était pas une femme que l'on pouvait écarter avec un sourire condescendant et un scone rassis. Elle finit son verre d'un trait et attrapa son téléphone. Tony aboya-t-elle dès que sa jeune assistante décrocha. « Trouve-moi la meilleure recette de tarte aux fruits de la région. Et vite, j'ai une guerre à gagner. » Chapitre 2. Farine, rumeur et fond de tarte. La cuisine d'Agatha Raisin ressemblait à une scène de crime où la victime aurait été un sac de 5 kilos de farine blanche. Il était 14 heures, 2 jours avant le fameux concours. Et Agatha en était à sa 3e tentative de pâte brisée. La première avait fini carbonisée. Une plaque noire et fumante qui avait déclenché l'alarme incendie et terrorisé ses chats. La deuxième, étrangement gluante, refusait de se décoller du rouleau à pâtisserie comme si elle avait développé un attachement sentimental pour le bois. Quant à la troisième, elle gisait sur le plan de travail, grise et morne, ressemblant davantage à du mastic pour fenêtre qu'à une base culinaire. Agatha essuya son front d'un revers de main, laissant une traînée blanche dans ses cheveux bruns soigneusement teints. Elle attrapa son verre de vin, le troisième également, et jura entre ses dents. « C'est ridicule, marmonna-t-elle. C'est de la farine et du beurre. Ce n'est pas de la physique nucléaire. » Hodge, perché sur le haut du réfrigérateur, la regardait avec un dédain royal. Il semblait penser que si les humains étaient assez stupides pour transformer des ingrédients parfaitement comestibles en disques immangeables, c'était leur problème. Le téléphone sonna dans le salon, sauvant la pâte d'une nouvelle bordée d'insultes. Agatha s'essuya les mains sur son tablier déjà maculé et décrocha. « Allô ?» aboya-t-elle. « Agatha, ma chérie !»« C'est Roy. Tu as l'air d'avoir avalé une guêpe. Ou peu être-ce l'effet de la campagne ?» Roy Silver, son ancien collègue de l'agence de relations publiques à Londres, avait le don d'appeler au moment où Agatha se sentait la moins présentable. « Je fais de la pâtisserie, Roy. Et c'est un enfer. » Un rire moqueur résonna à l'autre bout de la ligne. « Toi, pâtisser ? Agatha, la seule chose que tu saches faire avec un four, c'est y cacher tes pulls en cachemire pour les protéger des mites. Pourquoi cette soudaine passion domestique ? C'est pour un concours, expliqua-t-elle, omettant volontairement de mentionner Clarissa Blake. Je dois prouver que je peux m'intégrer aux coutumes locales. Roy soupira dramatiquement. Tu sais, chérie, tu pourrais simplement acheter quelque chose. Il y a une excellente pâtisserie à Evesham. Personne ne saurait faire la différence si tu transfères le tout dans un plat en terre cuite un peu ébréché. L'idée était tentante, terriblement tentante. C'était, après tout, la méthode Agatha Raisin par excellence. Mais cette fois, l'enjeu était personnel. Clarissa avait insulté sa rusticité. Gagner avec une tarte achetée serait une victoire, certes, mais une victoire creuse. Agatha voulait, non, elle devait, écraser Clarissa avec ses propres mains. « Je vais y arriver, Roy. Je te laisse, je dois aller acheter plus de beurre. Le dernier a fondu pendant que je cherchais mes lunettes. » Elle raccrocha avant qu'il ne puisse ajouter un autre commentaire sarcastique et décida qu'une pause s'imposait. L'air frais lui ferait du bien et elle avait besoin d'observer l'ennemi.
Après s'être changée et avoir retiré le plus gros de la farine de ses sourcils, Agatha sortit et se dirigea vers le centre du village. Carceli bourdonnait d'activité. Les décorations pour le concours commençaient à apparaître. Des fanions colorés étaient tendus entre les lampadaires et une grande bannière proclamait « Vive la tarte » au-dessus de l'entrée de la salle paroissiale. En passant devant l'épicerie, elle faillit heurter une femme petite et ronde, vêtue d'un manteau gris fatigué. C'était Molly Hargreaves. Jusqu'au mois dernier, Molly fournissait le salon de thé de la paroisse en biscuits et gâteaux secs. C'était une institution locale, connue pour ses sablés au beurre un peu trop cuits mais réconfortants. « Oh, pardon, Molly », dit Agatha. Je ne regardais pas où j'allais. Molly ne sourit pas. Son visage, habituellement jovial, était marqué par l'amertume. Elle tenait fermement son cabas contre sa poitrine. « Ce n'est rien, Madame Raisin. Tout le monde est pressé ces temps-ci. Tout le monde court pour aller lécher les bottes de cette étrangère. » Agatha dressa l'oreille. « Une alliée potentielle ? Vous parlez de Clarissa Blake ?» demanda-t-elle innocemment. Molly renifla avec mépris. « Qui d'autre ? Depuis qu'elle a ouvert son salon, plus personne ne veut de mes sablés. Elle a dit au comité des fêtes que mes gâteaux étaient démodés. Elle a dit qu'il manquait de texture. Je faisais des gâteaux avant qu'elle ne sache marcher. Et maintenant, je n'ai même plus le droit de tenir un stand au concours. Elle a tout verrouillé. » Molly jeta un regard noir vers le coin de lavande, visible au bout de la rue. « Elle le paiera, murmura-t-elle, si bas qu'Agatha dut se pencher pour entendre. On ne débarque pas ici pour voler le pain de la bouche des honnêtes gens sans conséquence. » Avant qu'Agatha ne puisse creuser davantage cette menace voilée, Molly s'éloigna d'un pas rapide, marmonnant toute seule. Agatha resta un instant pensive. Molly Hargreaves n'était pas seulement triste, elle était furieuse. Une colère froide, de celle qui fermente longtemps. Agatha poursuivit son chemin jusqu'au pub, le Lion Rouge. Elle avait besoin de voir du monde et peut-être de glaner quelques informations supplémentaires. En entrant, elle repéra Bill Wong, le sergent de police local, accoudé au bar avec un verre de jus d'orange. « Bill !» s'écria-t-elle en se glissant sur le tabouret voisin. « Tu ne devrais pas être en train d'arrêter des criminels ?» Bill sourit de son air placide. Ses yeux en amande pétillaient de gentillesse, même s'il semblait fatigué. « C'est calme aujourd'hui, Agatha. À part un vol de nains de jardin chez les Bogle, rien à signaler. Et toi, tu te prépares pour la grande bataille culinaire ? Les nouvelles vont vite, soupira Agatha en commandant un gin tonic. Tout le village sait que tu as acheté 6 paquets de beurre ce matin, répondit Bill. Et on dit que James Lacey s'est inscrit comme juge suppléant. Le cœur d'Agatha fit un bond douloureux. Juge ? James ? Mais il déteste les sucreries. Il semble avoir fait une exception pour les créations de Madame Blake, dit Bill avec une grimace d'excuse. Elle a un certain charisme. Charisme, mon œil, grogna Agatha. C'est une manipulatrice. Alors qu'ils discutaient, la porte du pub s'ouvrit brutalement et un homme entra, l'air agité. C'était Bernard Tully, l'un des conseillers municipaux. Il était rouge, transpirant et n'avait clairement pas l'air dans son assiette. Il ne vit pas Agatha et se dirigea droit vers le fond de la salle, commandant un whisky double d'une voix tremblante. Agatha plissa les yeux. Bernard était un homme d'habitude, un buveur de demi-pinte de bière tiède, jamais d'alcool fort en plein après-midi. « Qu'est-ce qui lui arrive ?» chuchota-t-elle à Bill. Bill haussa les épaules, mais son regard de policier suivit Bernard avec intérêt. « Je ne sais pas. Il a l'air d'avoir vu un fantôme. Ou peut être qu'il a des soucis avec le permis de construire de l'extension du salon de thé. Clarissa Blake veut agrandir sa terrasse sur le domaine public et Bernard est celui qui doit signer l'autorisation. » Intéressant, pensa Agatha. Très intéressant. Elle finit son verre et salua Bill, décidée à faire une dernière escale. L'antre de la bête. Elle devait voir de ses propres yeux ce que Clarissa préparait. En entrant dans le coin de lavande, Agatha fut assaillie par une odeur écœurante de vanille et de cire d'abeille. Le salon était plein. Des dames du village gloussaient au-dessus de tasses en porcelaine fine. Et là, au centre de la pièce, Clarissa Blake tenait court, rayonnante. Agatha se dirigea vers le comptoir, prétendant s'intéresser aux confitures en vente. Derrière la caisse, une jeune femme aux cheveux ternes et au visage tiré essuyait des verres avec une énergie frénétique. C'était Emma, la serveuse que Clarissa avait embauchée à son arrivée. « Bonjour », dit Agatha. « Une peau d'abricot, s'il vous plaît. » Emma sursauta, manquant de lâcher un verre. « Oh, Madame Raisin, pardon, je suis un peu nerveuse. »
Clarissa est exigeante ? Demanda Agatha d'un ton de conspiratrice. Les yeux d'Emma s'embuèrent. Elle jeta un coup d'œil craintif vers sa patronne, qui riait aux éclats à l'autre bout de la salle. « Vous n'avez pas idée ?» chuchota Emma. « Elle change d'avis toutes les 5 minutes, et pour la paix, elle a dit qu'elle me verserait mes heures supplémentaires après le succès du concours. J'ai un loyer à payer, moi. Je ne peux pas manger des promesses. Emma !» La voix de Clarissa claqua comme un fouet, coupant net la conversation. Le masque de douceur était tombé l'espace d'une seconde. « Arrêtez de bavarder et apportez plus de crème à la table 4 !» Emma blêmit et s'éloigna en courant. Clarissa se tourna vers Agatha, le sourire mielleux de retour sur ses lèvres peintes en rose pâle. « Agatha, vous venez espionner la concurrence ou cherchez-vous des conseils de dernière minute pour votre petite tentative ?»« Je viens juste acheter de la confiture, Clarissa, » répondit Agatha froidement. « Et ma tarte sera très bien, merci. »« J'en suis sûre, » dit Clarissa avec un petit rire condescendant. « James me disait justement hier soir qu'il admirait votre persévérance. C'est si touchant de voir quelqu'un essayer si fort, même quand le résultat est incertain. » Agatha serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. « James, hier soir, ils avaient passé la soirée ensemble ?» Elle sortit du magasin sans acheter sa confiture, bouillonnante de rage. Clarissa ne se contentait pas de voler la vedette. Elle humiliait les gens. Elle exploitait Emma. Elle écrasait Molly. Elle faisait chanter Bernard Tully. Si l'intuition d'Agatha était bonne, et elle essayait de voler James. De retour dans sa cuisine, Agatha regarda sa boule de pâte grise avec une nouvelle détermination. « Ce n'est plus seulement une question de cuisine », déclara-t-elle à Boswell qui dormait sur une chaise. « C'est une question de justice. » Elle attrapa son sac à main et ses clés de voiture. Elle ne pouvait pas gagner avec cette pâte, c'était un fait. Mais elle ne pouvait pas non plus perdre. Elle roula jusqu'à la ville voisine de Mirchester, se garant devant une épicerie fine hors de prix qu'elle connaissait bien. Elle en ressortit 10 minutes plus tard avec un fond de tarte artisanal pré-cuit au beurre des Charentes et un pot de garniture aux fruits rouges façon grand-mère. De retour chez elle, elle assembla le tout, ajouta quelques touches maladroites pour faire vrai, un bord un peu écrasé ici, un excès de jus là, et mit le tout au four. Alors que l'odeur délicieuse et totalement achetée envahissait la cuisine, Agatha sourit. Elle avait une arme secrète. Mais elle ne se doutait pas que demain, au concours, une autre arme, bien plus létale, ferait son apparition. Et que sa petite tricherie serait le cadet de ses soucis face à un cadavre au milieu des scones. Chapitre 3. Une bouchée fatale. Le jour du concours se leva avec une promesse de chaleur étouffante, inhabituelle pour la saison, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Agatha Raisin, vêtue d'une robe en soie à motif géométrique, qu'elle espérait amincissante, mais qui la serrait un peu trop à la taille, portait sa tarte comme on porte un trésor royal ou une bombe à retardement. Elle traversa la place du village, ignorant les regards curieux. Sa création, ou plutôt son assemblage frauduleux, reposait dans un plat en céramique rustique qu'elle avait frotté avec du papier de verre pour lui donner une patine ancienne. Elle avait même saupoudré un peu de farine sur le dessus pour faire authentique. Le coin de lavande avait été transformé. Des tables recouvertes de nappes en dentelle blanche occupaient chaque centimètre carré de l'espace intérieur et débordaient sur la terrasse. Une odeur sucrée de fruits cuits et de caramel flottait dans l'air, si dense qu'on aurait pu la couper au couteau. Agatha entra, plissant le nez. La salle bourdonnait déjà. Tout Carceli semblait s'être entassé ici. Le vicaire Alf Blocksby, qui lorgnait sur les gâteaux, avec une convoitise non dissimulée. Sa femme, Madame Blocksby, qui tentait de le tempérer. Et bien sûr, le fameux chœur des dames du village. Madame Gore et Madame Masson étaient installées près de la fenêtre, leurs têtes se rapprochant comme deux oiseaux de proie. « J'ai entendu dire qu'elle a fait venir les fraises d'Espagne », chuchota Madame Gore assez fort pour être entendue à 3 mètres. « Pas très local, n'est-ce pas ?»« Et le prix d'entrée ?» renchérit Madame Masson. « C'est du vol qualifié. Mais regardez, voilà James Lacey. Il a l'air tout à fait sous le charme. » Agatha suivit leur regard et sentit son estomac se nouer. James était là, debout près du comptoir, discutant avec Clarissa Blake. Il portait une chemise en lin clair qui faisait ressortir son bronzage et il riait. Il riait de cette façon détendue et intime qu'Agatha désespérait d'obtenir de lui depuis des années. Clarissa, quant à elle, était resplendissante dans une robe jaune pâle. Elle ressemblait à une jonquille toxique. « Agatha !» s'écria Clarissa en la voyant, sa voix tintant comme une clochette d'argent.
Vous avez osé venir! Et avec une tarte! Posez-la sur la table des compétiteurs, là-bas, à côté de celle de Molly. Agatha obéit, jetant un coup d'œil à la tarte de Molly Hargreaves. C'était une tourte aux pommes massive, honnête et un peu brûlée sur les bords. Molly se tenait dans un coin, les bras croisés, fusillant Clarissa du regard. Non loin d'elle, Bernard Tully, le conseiller municipal, s'épongeait le front avec un mouchoir déjà trempé, ses yeux fuyants, fixant la porte de sortie comme s'il cherchait une échappatoire. Même Emma, la serveuse, semblait au bord de la rupture. Elle circulait avec un plateau de thé glacé, les mains tremblantes, évitant soigneusement de croiser le regard de sa patronne. « Mesdames et messieurs », Clarissa frappa dans ses mains pour réclamer le silence. Le brouhaha s'apaisa. « Merci à tous d'être venus célébrer la vraie pâtisserie. Avant que nos juges, dont le charmant James ici présent, ne goûtent à veau. Effort courageux, je tenais à inaugurer ce concours en partageant avec vous ma propre création, la tarte suprême aux fruits rouges. Une recette familiale, bien entendu. » Elle fit signe à Emma, qui apporta un plat surélevé contenant une tarte visuellement parfaite, aux fruits brillants comme des bijoux. Un murmure d'admiration parcourut la salle. Agatha serra les dents. C'était exaspérant. Clarissa prit un couteau en argent et coupa une fine part. La tradition veut que l'hôtesse goûte la première, pour prouver que ce n'est pas empoisonné. Plaisanta-t-elle avec un rire léger. La foule gloussa poliment. Clarissa porta la fourchette à ses lèvres, ferma les yeux avec une expression de pure extase et avala. « Divin » murmura-t-elle. « Absolument. » Son sourire se figea. Soudain, ses yeux s'écarquillèrent démesurément. Elle porta la main à sa gorge, lâchant sa fourchette qui tomba avec un bruit mat sur le parquet. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Clarissa ouvrit la bouche comme pour parler, mais seul un gargouillis étrange en sortit. Son visage, si parfait une seconde plus tôt, vira au rouge, puis au violacé. Elle vacilla, agrippa la nappe en dentelle, entraînant dans sa chute le présentoir à gâteaux, des tasses de thé et un vase de fleurs. Elle s'effondra au sol dans un fracas de porcelaine brisée. « Clarissa !» hurla James en se précipitant vers elle. La foule recula dans un mouvement de panique collective. Agatha, poussée par son instinct, s'avança, bousculant Madame Gore qui était restée bouche bée. James était à genoux près de Clarissa, tentant de desserrer son col. « Appelez une ambulance !» cria-t-il. Clarissa fut secouée de convulsions violentes. Ses talons claquèrent frénétiquement contre le plancher, puis, après un dernier spasme terrible, elle se figea. Ses yeux bleus fixaient désormais le plafond avec une immobilité terrifiante. « Elle ne respire plus », dit James d'une voix blanche. Agatha se pencha, ignorant les cris hystériques qui commençaient à s'élever autour d'eux. Elle observa le visage de sa rivale. Il y avait une légère odeur d'amande amère qui flottait au-dessus de l'arôme des fruits rouges. « Ce n'est pas une ambulance qu'il faut, James, » dit Agatha doucement mais fermement. « C'est la police. » Bill Wong, qui assurait la sécurité à l'extérieur pour gérer le stationnement, fendit la foule quelques secondes plus tard. Il écarta les curieux avec une autorité qu'Agatha lui voyait rarement déployer. « Reculez! Tout le monde dehors, s'il vous plaît. » Sauf les témoins directs. Agatha resta plantée là. Elle était un témoin direct, après tout, et elle n'avait aucune intention de partir. Son regard balaya la pièce. Molly Hargreaves avait un sourire étrange, presque satisfait, avant de se composer rapidement un masque d'horreur. Bernard Tully avait disparu, Agatha l'avait vu se faufiler vers la cuisine dès que Clarissa était tombée. Quant à Emma, la serveuse, elle était prostrée contre le mur, sanglotant dans son tablier. Mais Agatha remarqua que ses pleurs semblaient plus nerveux que tristes. « Agatha !» dit Bill en se relevant après avoir vérifié le pouls inexistant de Clarissa. « Tu ne devrais pas être là. »« Ne sois pas ridicule, Bill, » répliqua-t-elle. « Je suis au cœur de l'action, et regarde !» Elle pointa du doigt la part de tarte à moitié mangée sur le sol. « Elle a plaisanté sur le poison, » dit Agatha. « L'ironie du sort, n'est-ce pas ?» James se releva, le visage ravagé. Il regarda Agatha avec une expression qu'elle ne put déchiffrer. Accusation? Choc? Elle est morte, Agatha. Morte devant nous. Je sais, James, dit-elle, sentant une pointe de culpabilité percer sa carapace. Je suis désolée. Mais au fond d'elle, une autre voix, celle de l'ancienne attachée de presse devenue détective, prenait déjà le dessus. Clarissa Blake avait été assassinée. En public. Par sa propre tarte. Quelqu'un avait transformé le concours de pâtisserie en scène de crime. Et Agatha Raisin avait bien l'intention de découvrir
Qui avait osé gâcher sa potentielle victoire, même si cette victoire aurait été basée sur une fraude éhontée? Personne ne sort, ordonna Bill en parlant dans sa radio. Je veux les noms de tous ceux qui ont eu accès à cette cuisine ce matin. Agatha croisa les bras. La guerre des tartes était terminée. La chasse aux meurtriers venait de commencer. Chapitre 4. Secret de cuisine et langue de vipère. Le chaos qui régnait dans le coin de lavande était d'une nature particulière. Un mélange de terreur polie et de curiosité morbide. Les officiers en uniforme, appelés en renfort depuis Mircester, tentaient de faire sortir la foule, mais c'était comme essayer de vider une baignoire avec une cuillère à café. Personne ne voulait partir. Être témoin d'une telle tragédie conférait un statut social immédiat à Carceli. Et personne n'était prêt à abandonner ce privilège trop vite. Agatha, toujours plantée près du corps, recouvert désormais d'une nappe en dentelle, une fin ironiquement appropriée pour Clarissa, refusait de bouger d'un centimètre. Ses yeux de fouine scannaient le sol. Bill Wong revint vers elle, l'air plus sévère que jamais. « Agatha, je suis sérieux. Dehors, maintenant. Les techniciens de la police scientifique vont arriver. Attends une seconde, Bill. » Siffla-t-elle en s'agrippant à son bras. « Regarde par terre, près de sa main droite. » Bill suivit son regard, agacé. « Quoi? Les débris de porcelaine? C'est normal? » Elle a fait tomber son assiette. « Non, la cuillère, Bill !» Regarde la cuillère. La petite cuillère en argent gisait à quelques centimètres des doigts inertes de la victime. Elle brillait sous les néons du plafond. « C'est une cuillère, Agatha. On mange des tartes avec. »« Pas cette cuillère-là, » insista Agatha. « Regarde le manche. Il est orné d'un motif de chardon. Or, tout le service de Clarissa, j'ai passé assez de temps à l'entendre s'en vanter, est un motif de rose entrelacé. C'est un service victorien complet. Pourquoi aurait-elle mangé sa propre création lors de son grand moment de gloire avec une cuillère dépareillée? Bill plissa les yeux, son instinct de policier prenant le dessus sur son irritation. Il se pencha légèrement, sans toucher à l'objet. « Tu as raison, » murmura-t-il. « C'est incongru. C'est plus qu'incongru, Bill. C'est la preuve que quelqu'un a touché à son plateau avant qu'elle ne le prenne. Quelqu'un a échangé les couverts. Peut être parce que le poison était sur la cuillère et non dans la tarte? » Bill se redressa brusquement et posa ses mains sur les épaules d'Agatha pour la faire pivoter vers la sortie. « C'est une excellente observation, Agatha. Je vais la noter. Et maintenant, tu sors. Si l'inspecteur Wilkes te trouve ici à contaminer ma scène de crime, il me fera muter à la circulation dans le nord de l'Angleterre. » Il la poussa fermement mais gentiment vers la porte vitrée. Agatha tenta de résister, cherchant du regard James Lacey, mais celui-ci était assis sur une chaise dans un coin, la tête entre les mains, interrogé par un autre policier. Il ne lui jeta pas un seul regard. Le cœur d'Agatha se serra, un mélange d'inquiétude pour lui et de déception amère. Une fois expulsée sur le trottoir, Agatha fut immédiatement assaillie par la chaleur de l'après-midi et le bourdonnement incessant des conversations. Le village entier semblait s'être massé derrière le cordon de sécurité jaune et noir. C'est là qu'elle vit Madame Bloxby. La femme du pasteur se frayait un chemin à travers la foule, son visage doux empreint d'une tristesse infinie. Elle posait une main réconfortante sur un bras ici, murmurait une parole apaisante là. « Oh, Agatha !» dit Madame Bloxby en la rejoignant. « Quelle chose terrible! Le pauvre James doit être dévasté. Et cette pauvre femme, mourir ainsi, au milieu de ses gâteaux, c'était du poison. » déclara Agatha sans préambule, baissant la voix pour ne pas alerter les journalistes qui commençaient déjà à arriver comme des vautours. Madame Bloxby soupira, ajustant son chapeau modeste. « Je m'en doutais. Les rumeurs circulent déjà plus vite que le vent. Madame Gore raconte à qui veut l'entendre que c'est une vengeance divine pour l'orgueil de Clarissa. D'autres disent que c'est une affaire de cœur qui a mal tourné. » Agatha renifla. « Une affaire de cœur? Avec qui? Eh bien... » Madame Bloxby hésita, gênée. On murmure que Bernard Tully avait un faible pour elle, ou plutôt qu'elle avait une emprise sur lui. On les a vus se disputer près de la sacristie la semaine dernière. Bernard était rouge comme une tomate et Clarissa riait. Agatha nota mentalement cette information. Bernard Tully, le conseiller municipal qui s'était éclipsé vers la cuisine. « Et Molly Hargreaves ?» demanda Agatha. « Je l'ai vue tout à l'heure. Elle ne semblait pas exactement pleurer la défunte. » Le visage de Madame Bloxby s'assombrit. Molly est une femme fière, Agatha. Elle a été très blessée par la façon dont Clarissa l'a traitée. Mais de là, non, je ne peux pas imaginer Molly faire une chose pareille.
C'est une bonne paroissienne. Les bons paroissiens commettent des meurtres aussi, Margaret, dit Agatha cyniquement. Parfois, ce sont même les meilleurs candidats. Ils ont plus de secrets à cacher. Autour d'elle, le cœur du village s'en donnait à cœur joie. Près de la fontaine, un groupe de commerçants débattait avec animation. Je vous dis que c'est la serveuse. Clé lançait le boucher. Je l'ai vue pleurer derrière la boutique hier. Clarissa la traitait comme une chienne. Pff, n'importe quoi, répliquait la dame de la poste. C'est sûrement un mari jaloux resté à Londres. Ces femmes de la ville, elles traînent toujours des histoires louches. Agatha en avait assez entendu. Elle avait besoin de réfléchir. Et surtout, elle avait besoin de s'éloigner de la vue de James Lacey, réconforté par d'autres. Elle rentra chez elle à grandes enjambées. Son cottage l'accueillit avec son calme habituel. Dès qu'elle franchit la porte, Hodge et Boswell surgirent du salon. Ils ne miaulèrent pas pour réclamer à manger, chose rare. Ils semblaient sentir la tension qui émanait de leur maîtresse. Boswell s'approcha et donna un petit coup de tête contre son tibia. Agatha se baissa pour le caresser, enfouissant ses doigts dans sa fourrure épaisse. « Vous avez de la chance, vous deux, » murmura-t-elle. « Votre seule préoccupation est de savoir si la boîte de thon sera ouverte à 10 à 7 heures ou 10 à 7h30. » Elle se redressa, retira ses chaussures à talons qui lui faisaient un mal de chien et se dirigea vers le meuble à boissons. Elle se versa un gin tonic généreux, ajoutant une tranche de citron un peu flétrie. Assise dans son fauteuil préféré, les chats installés à ses pieds comme des gardiens silencieux, Agatha laissa son esprit vagabonder. La cuillère, le motif de chardon. Qui aurait pu faire l'échange? Il fallait quelqu'un qui avait accès à la cuisine ou au chariot de service juste avant la présentation. Emma, la serveuse. Bernard Tully, qui s'était faufilé vers l'arrière. Molly Hargreaves, dont la tarte était posée sur la même table. Son téléphone vibra. C'était Tony, sa jeune assistante. « Patronne, j'ai entendu les nouvelles à la radio. C'est dingue! Vous allez bien? » « Je vais très bien, Tony. C'est Clarissa qui a des problèmes de santé définitifs. Écoute-moi, j'ai besoin que tu fasses des recherches sur le passé de Clarissa Blake à Londres. Je veux savoir si elle avait des dettes, des ennemis ou des maris cachés. Compris. Et vous? Moi, je vais aller présenter mes condoléances. À ma manière. » Agatha raccrocha et finit son verre d'un trait. L'alcool lui redonna un peu de courage. Elle ne pouvait pas rester assise là à attendre que Bill Wong fasse tout le travail. Elle savait que la police se concentrerait sur les preuves matérielles. Mais Agatha, elle, comprenait la psychologie des gens de Carcely. Elle comprenait la jalousie, la rancœur et l'humiliation, car elle les ressentait elle-même régulièrement. Elle remit ses chaussures, grimaçant un peu, et sortit. Sa destination était claire, le petit cottage en pierre au bout de l'allée des Tilleuls, chez Molly Hargreaves. La maison de Molly était modeste, avec un jardin de devant envahi par des hortensias un peu trop enthousiastes. Les rideaux étaient tirés. Agatha frappa à la porte. Pas de réponse. Elle frappa plus fort. « Molly, c'est Agatha Raisin. Je sais que vous êtes là. J'ai vu votre chat à la fenêtre. » Après un long silence, la porte s'entr'ouvrit, retenue par une chaîne de sécurité. Un œil méfiant apparut dans l'interstice. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda Molly d'une voix rauque. « Je veux vous parler de la tarte, Molly, et de la raison pour laquelle vous souriez quand Clarissa s'est effondrée. » La porte se referma brusquement, puis le bruit de la chaîne qu'on décroche se fit entendre. La porte s'ouvrit en grand. Molly Hargreaves se tenait là, toujours vêtue de sa robe du dimanche, mais elle semblait avoir vieilli de 10 ans en 1 heure. Cependant, ses yeux brillaient d'une lueur de défi. « Entrez, » dit-elle. « Mais si vous êtes venu m'accuser, vous pouvez repartir tout de suite. Je n'ai pas tué cette femme, même si, Dieu me pardonne, elle l'a bien cherchée. » Agatha pénétra dans le petit salon qui sentait la naphtaline et le thé fort. C'était l'antre de l'ancienne reine des gâteaux, et Agatha avait l'impression d'entrer dans la tanière d'un animal blessé. « Je ne vous accuse de rien, Molly, » mentit Agatha en s'asseyant sur un canapé défoncé sans y être invitée. « Je cherche juste la vérité. La police va venir vous poser des questions, vous savez. Bill Wong, et pire, l'inspecteur Wilkes. Ils ne seront pas aussi compréhensifs que moi. » Molly s'assit face à elle, les mains jointes si fort que ses jointures étaient blanches. « Qu'ils viennent, cracha-t-elle. Je n'ai rien à cacher. J'étais dans la salle quand elle est morte. Tout le monde m'a vue. »« Certes, dit Agatha. Mais où étiez-vous 10 minutes avant? Quand le chariot a été préparé ?» Le regard de Molly vacilla. Une fraction de seconde, mais suffisante pour Agatha. « J'étais.
J'étais aux toilettes. Vraiment ? Demanda Agatha doucement. C'est drôle, car les toilettes sont juste à côté de la réserve. Et la réserve communique avec la cuisine. Molly se leva d'un bond, renversant presque une petite table basse. Sortez, sortez de chez moi. Vous êtes une fouineuse, Agatha Raisin. Vous et votre agence de détective de pacotille. Vous êtes juste jalouse parce que James Lacey ne vous regarde pas. Agatha encaissa le coup sans ciller, bien que la remarque sur James l'ait piqué au vif. Elle se leva lentement, dominant la petite femme de toute sa hauteur. « Je vais partir, Molly. Mais sachez une chose. Quelqu'un a échangé la cuillère de Clarissa. Une cuillère avec un motif de chardon. Ça vous dit quelque chose ?» Molly se figea. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Toute couleur quitta son visage déjà pâle. Elle recula jusqu'à heurter le mur. « Un chardon ?» murmura-t-elle. « Non, ce n'est pas possible. »« Quoi ? Qu'est-ce qui n'est pas possible ?» pressa Agatha. « Partez !» hurla Molly, au bord de l'hystérie. Agatha décida qu'il valait mieux battre en retraite pour l'instant. Elle avait touché un point sensible. En sortant, elle jeta un dernier coup d'œil à Molly, qui s'était effondrée dans son fauteuil, le visage enfoui dans ses mains. Dehors, le soleil commençait à baisser, projetant de longues ombres sur le village. Agatha frissonna. Molly savait quelque chose sur cette cuillère. Mais ce n'était pas la réaction d'une coupable prise sur le fait. C'était la réaction de quelqu'un qui venait de comprendre quelque chose de terrifiant. Agatha marcha d'un pas vif vers sa voiture. Elle devait parler à Bill. Mais avant cela, une silhouette familière émergea d'une ruelle latérale, regardant nerveusement autour d'elle, avant de se diriger vers le parking de l'église. C'était Bernard Tully, et il tenait un sac poubelle noir qu'il semblait très pressé de faire disparaître. Chapitre 5. Une poubelle pleine de secrets. Le crépuscule s'installait sur les Cotswolds, peignant le ciel de teintes violettes et indigo qui auraient semblé romantiques en d'autres circonstances. Pour Agatha Raisin, cependant, cette lumière déclinante offrait surtout une couverture idéale pour une activité qu'elle pratiquait avec une compétence alarmante. La filature. Elle se glissa derrière un chêne centenaire à l'entrée du cimetière, retenant son souffle. Quelques mètres plus loin, Bernard Tully, le conseiller municipal, s'affairait près des grandes bennes à ordures dissimulées derrière la salle paroissiale. Il regardait nerveusement par-dessus son épaule, ses mouvements saccadés trahissant une panique totale. Il souleva le couvercle de la benne verte et s'apprêta à y jeter son sac poubelle noir. « Je ne ferais pas ça si j'étais vous, Bernard », lança Agatha en sortant de l'ombre. Bernard poussa un petit cri aigu, tout à fait indigne d'un élu local, et lâcha le sac qui tomba à ses pieds avec un bruit sourd de papier froissé. « Agatha !»« Bon sang, vous voulez me tuer d'une crise cardiaque ? Si je voulais vous tuer, Bernard, j'utiliserais apparemment une tarte aux fruits, » répliqua-t-elle sèchement en s'approchant. « C'est la mode, paraît-il. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac ?» Bernard tenta de repousser le sac du pied derrière lui. Un geste aussi subtil qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Rien. Des ordures de bureau, de la paperasse administrative. Le tri sélectif, vous savez, le tri sélectif se fait généralement le jeudi matin, pas le soir d'un meurtre, en catimini derrière l'église. Agatha fit un pas de plus, son regard noir ancré dans les yeux fuyants du conseiller. « Clarissa vous faisait chanter, n'est-ce pas ?» Bernard s'affaissa, comme si l'air avait été soudainement aspiré de ses poumons. Il s'assit lourdement sur le muret en pierre du cimetière, prenant sa tête entre ses mains. « C'était une sorcière, gémit-il. Une belle sorcière, mais une sorcière quand même. Elle voulait agrandir sa terrasse. Elle voulait empiéter sur le trottoir, sur le domaine public. J'ai dit non. C'est illégal, ça gêne le passage des piétons. Et pressa Agatha. Et elle a sorti des photos de moi, lors d'un voyage d'études à Blackpool l'année dernière. Disons que j'ai été un peu imprudent, avec des fonds municipaux, et peut être en galante compagnie. » Agatha haussa un sourcil. Le petit Bernard Tully, un débauché, les secrets de Carceli ne cessaient de l'étonner. Donc, elle a menacé de tout révéler si vous ne signez pas son permis de construire. Exactement. Elle m'a dit qu'elle écrirait ses mémoires, qu'elle y inclurait un chapitre sur la corruption locale. J'étais coincée, Agatha. Je suis un homme marié. Ma femme me tuerait. Les électeurs me tueraient. Il releva la tête, les yeux brillants de larmes. Mais je ne l'ai pas tuée. Je le jure. Quand elle s'est effondrée, j'ai ressenti un soulagement immense. C'est horrible à dire, je sais, mais je me suis sentie libre.
J'ai couru à mon bureau pour récupérer le dossier qu'elle m'avait forcé à préparer et les brouillons de nos échanges. Je voulais juste tout brûler, tout faire disparaître. Agatha regarda le sac poubelle avec un intérêt renouvelé. « Montrez-moi ». Bernard hésita, puis soupira et ouvrit le sac. À l'intérieur, Agatha vit des liasses de documents municipaux, des plans griffonnés et, plus intéressant, une lettre parfumée à la lavande. Agatha s'en saisit. L'écriture était élégante, pleine de boucles. « Mon cher Bernard, je suis sûre que nous trouverons un arrangement pour ce petit bout de trottoir. Après tout, ce serait dommage que Madame Tully apprenne comment vous dépensez l'argent des contribuables, n'est-ce pas ?» Affectueusement, Clarissa, Agatha reposa la lettre. C'était un mobile en béton armé. Bernard avait toutes les raisons du monde de vouloir faire taire Clarissa. Mais il y avait quelque chose dans sa détresse qui sonnait vrai. Bernard était un lâche, un bureaucrate véreux, mais un meurtrier de sang-froid capable d'empoisonner une tarte en public. Il n'avait pas l'estomac pour ça. Regardez-le. Il tremblait comme une feuille. « Vous étiez où quand le poison a été administré ?» demanda Agatha. « J'étais coincée par Madame Gore qui se plaignait du stationnement. Je n'ai pas approché la table des gâteaux avant. Avant la fin. Demandez-lui. »« Je le ferai, » dit Agatha. « En attendant, gardez ce sac. Ne le jetez pas. Si Bill Wong l'apprend, vous serez le suspect numéro 1. Si vous le gardez et que vous dites la vérité, vous aurez peu. Être une chance. » Bernard la regarda avec espoir. « Vous ne allez rien dire à la police ? » ?»« Pas pour l'instant, » dit Agatha. « Mais vous me devez une faveur. Dites-moi tout ce que vous savez sur Emma, la serveuse. Clarissa avait-elle des dossiers sur elle aussi ?» Bernard renifla, essuyant son nez avec sa manche. « Emma ? Je ne crois pas. Clarissa la traitait comme une moins que rien, mais je ne pense pas qu'il y avait du chantage. Par contre, j'ai entendu Clarissa se disputer avec quelqu'un d'autre hier soir, tard. J'étais passée déposer les plans. Avec qui ? Je n'ai pas vu la personne. J'étais dans l'arrière-boutique. Mais j'ai entendu une voix dire « Tu ne peux pas me renvoyer comme ça. Je sais ce que tu as fait à Londres. » Une voix d'homme ou de femme ? De femme. Mais ce n'était pas Molly. C'était une voix plus jeune. Peut être Emma ? Ou peut être cette fille qui livre les fleurs ? Je ne sais pas. Agatha rangea cette information dans un coin de son esprit. Ce que tu as fait à Londres. Le passé de Clarissa revenait la hanter. « Rentrez chez vous, Bernard », ordonna Agatha. « Et essayez d'avoir l'air moins coupable. Vous transpirez la culpabilité par tous les pores. » Elle laissa le conseiller prostré près de ses poubelles et se dirigea vers le presbytère. Elle avait besoin de lumière, de thé et de la sagesse de Madame Blocksby. Le presbytère était un havre de paix, avec ses murs tapissés de livres et son odeur de cire et de vieux papier. Madame Blocksby accueillit Agatha avec son calme habituel, bien que ses traits fussent tirés. « Entrez, Agatha, le thé est prêt. Je me doutais que vous viendriez. » Elles s'installèrent dans le petit salon. Agatha raconta sa confrontation avec Bernard en omettant les détails les plus sordides de Blackpool pour ne pas choquer la femme du pasteur. « Pauvre monsieur Tully !» soupira Madame Blocksby en versant le thé. « La faiblesse humaine est une chose triste. Mais je pense que vous avez raison, Agatha. Il n'a pas l'étoffe d'un meurtrier. C'est ce que je me dis. Mais qui alors ? Molly ? Emma ? Ou cette voix mystérieuse ? Margaret, savez-vous quelque chose sur Emma ? D'où vient-elle ? Madame Blocksby posa sa tasse délicatement. Emma est une fille discrète. Elle est arrivée il y a 6 mois, peu avant Clarissa. Elle loue une chambre chez Madame Masson. Elle a toujours semblé très effacée. Mais j'ai remarqué quelque chose dimanche dernier à l'église. Quoi donc ? Elle portait une broche. Une très belle broche ancienne, en forme de lys. Cela détonnait avec ses vêtements très simples. Et quand elle a vu que je la regardais, elle l'a vite cachée sous son gilet, comme si elle avait peur qu'on la lui vole, ou qu'on la reconnaisse. Une broche de valeur sur une serveuse fauchée musa Agatha. Intéressant. Soudain, le téléphone du presbytère sonna. Madame Blocksby s'excusa et alla répondre dans le couloir. Agatha en profita pour prendre un biscuit, son estomac criant famine après toutes ses émotions. Elle entendit la voix de Madame Blocksby changer de ton, devenant grave et inquiète. « Oh mon Dieu ! Êtes-vous sûre, Bill ? » ?»« Oui, elle est ici. Je vais lui dire. » Madame Blocksby revint dans le salon, le visage pâle. C'était Bill Wong, Agatha. Agatha se leva d'un bond, une miette de biscuit tombant sur sa robe. « Qu'est-ce qu'il y a ? Il a arrêté Bernard ? » ?»« Non, » dit Madame Blocksby doucement. « C'est la police scientifique. Ils ont analysé la tarte.
Le poison n'était pas seulement dans la part que Clarissa a mangée. Il était dans toute la garniture. Dans le grand bol de préparation resté en cuisine. Agatha écarquilla les yeux. Toute la garniture? Mais alors, n'importe qui aurait pu en manger? C'est pire que ça, Agatha. Bill a trouvé quelque chose dans la cuisine du salon de thé, caché au fond d'un sac de farine. Un petit flacon vide de cyanure. Et il y avait une empreinte digitale très nette dessus. L'empreinte de qui? Madame Blocksby prit une profonde inspiration. L'empreinte de James Lacey. Chapitre 6. Le prince charmant en garde à vue. Le monde d'Agatha Raisin, habituellement centré sur ses propres désirs et ses petites victoires, s'écroula avec une soudaineté alarmante. Le gin tonic tressauta dans sa main. « James ?» répéta-t-elle, sa voix n'étant plus qu'un chuchotement incrédule. « Non, Margaret, ce n'est pas possible, c'est absurde. » Bill était très sérieux, Agatha. L'empreinte est nette. Bill a dit que c'était la sienne. Agatha se leva d'un bond, projetant sa chaise en arrière. L'idée de James Lacey, le séduisant auteur de guide de voyage, le gentleman timide et réservé, en train de manipuler du cyanure, était grotesque. James était incapable de tuer une mouche, sauf si elle se posait sur son déjeuner. Il était lâche, égocentrique et frustrant, certes. Mais il n'était pas un meurtrier. Elle se rua vers la porte. « Je dois parler à Bill. C'est forcément une erreur. Il y a une explication. »« Agatha, attendez, » dit Madame Blocksby. Bill a dit qu'il ne voulait pas que vous. Mais Agatha était déjà dans sa voiture, conduisant avec une fureur que seul le danger imminent pour James pouvait provoquer. La jalousie envers Clarissa avait disparu, remplacée par une panique viscérale. Si James était accusé, non seulement elle perdrait son amour, mais elle perdrait aussi la possibilité de prouver que c'était elle qui avait résolu l'affaire. Elle fonça vers la petite gendarmerie de Carcely. Elle trouva Bill Wong dans le couloir, le visage fermé, étiré. « Bill, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'empreinte? C'est un coup monté !» Bill la poussa fermement dans un petit bureau vide. « Agatha, s'il te plaît, tu es en train de me rendre fou. James est en cours d'interrogatoire. Il est notre principal suspect. Il ne peut pas l'être. C'est mon ami. C'est un homme bon avec un mobile. » Rétorqua Bill, le ton de l'autorité. Il était dans la salle. Il était jaloux de l'attention que Clarissa te portait. C'est du moins ce qu'il a dit au début. Mais il était surtout sous le charme de Clarissa. Comme tout le monde. Il a accès à la cuisine du salon de thé en tant que juge suppléant. Et surtout, son empreinte est sur la bouteille de poison. Une bouteille cachée dans la farine. « Mais James ne manipule jamais la farine !» s'écria Agatha, sa voix aiguë. « Il ne sait même pas faire la différence entre la farine et la levure. Peut être, mais il a touché cette bouteille. De plus, il était le premier sur les lieux après l'effondrement. Et souviens-toi, l'analyse montre que tout le bol de garniture était empoisonné. Le crime est prémédité. C'est justement ça qui prouve son innocence. » Agatha s'appuya sur un bureau. Bill réfléchit. Si James était le coupable, il aurait agi discrètement. Il aurait mis le poison dans la foie parfois de Clarissa avant qu'elle ne la mange. Pourquoi empoisonner le foie-bol entier foie de garniture? C'est stupide, à moins que le tueur ait voulu que James soit le suspect, puisque James était à la table et s'est précipité sur la victime. Bill se frotta le menton, l'air un peu ébranlé. « Nous y avons pensé, Agatha. Mais l'empreinte est là. Et James ne peut pas expliquer comment elle est arrivée sur la bouteille. Il a dit qu'il ne l'avait jamais vue. Il a été piégé, Bill. Je te dis qu'il a été piégé. » La rage d'Agatha se transforma en une détermination glaciale. Elle devait trouver la preuve que quelqu'un d'autre avait commis le crime. Et vite. Elle fit le bilan de ses autres suspects. Molly Hargreaves, un mobile de vengeance professionnelle, et elle était terrifiée par la mention de la cuillère de chardon. Mais elle a nié. Bernard Tully, un mobile de chantage. Mais il tremblait comme une feuille et avait une réaction de soulagement, pas de panique. Restaient les mystères non résolus. La cuillère dépareillée, le tablier mystérieusement lavé, la voix féminine menaçante entendue près de la réserve et les antécédents de Clarissa à Londres. La cuillère. Bill, tu as vérifié la cuillère? Oui, elle est en cours d'analyse. On dirait qu'elle vient d'un service bon marché. Elle ne vient pas de la vaisselle de Clarissa. Quelqu'un l'a échangée. Agatha se rappela l'attitude de Molly, cette lueur de terreur à la mention du chardon. Le motif de chardon, un motif écossais. Molly était d'origine écossaise par son père. Était-ce une simple coïncidence?
Non, pas à Carcely. Et Emma, s'exclama Agatha. La serveuse, elle avait un mobile de désespoir financier, elle est près de la cuisine, elle a accès aux ingrédients. Bill haussa les épaules. Nous avons interrogé Emma. Elle a pleuré beaucoup, a dit qu'elle était mal payée, mais elle a un alibi. Elle était en train de servir les boissons à l'extérieur du salon au moment où le poison a été versé dans la garniture. Beaucoup de monde peut le confirmer. Les alibis se brisent, Bill. Je vais aller vérifier son alibi. Et je vais aller à Mircester pour voir si Tony a trouvé quelque chose sur le passé de Clarissa. Bill savait qu'il ne pouvait pas arrêter Agatha Raisin. Il n'avait même pas envie d'essayer. Très bien, soupira-t-il. Mais tu me rapportes tout ce que tu trouves. Ne t'approche pas de James. Et ne gâche pas mon enquête. Je n'ai aucune intention de gâcher ton enquête, Bill. Je vais la sauver. Agatha quitta la gendarmerie. Son cœur était lourd, mais son esprit était vif et alerte, concentré sur la mission. Sauver James n'était pas seulement une nécessité personnelle, c'était une question de fierté professionnelle. Personne n'allait la battre sur son propre terrain. Elle roula jusqu'à son cottage pour récupérer Hodge et Boswell, qui l'attendaient avec un mélange d'impatience et d'ennui. « Je suis désolée, mes chéris, » dit-elle en les caressant. « Votre père est dans de beaux draps, et c'est à moi de le sortir de là. » Elle prit une poignée de croquettes pour les laisser dans leur gamelle et se précipita dans son salon. Elle attrapa son téléphone. Tony, c'est quoi ces histoires sur Londres? Clarissa avait-elle des ennemis puissants là-bas? Tony, qui était déjà au travail dans son bureau improvisé, répondit d'une voix excitée. Oui, patronne, Clarissa Blake, ou plutôt Clarissa fois Blunt fois elle a changé de nom, était en réalité une escort girl de haut vol à Chelsea il y a une dizaine d'années. Elle sortait avec un baron richissime, Lord Harrington. Et ce n'est pas tout. Elle a été impliquée dans un scandale où elle a volé des bijoux. Des bijoux? Oui. Une broche antique en forme de lys. La rumeur dit qu'elle l'a cachée et qu'elle a fui les poursuites en simulant une faillite. Agatha se figea. La broche. Elle se rappela instantanément ce que Madame Bloxby lui avait dit quelques minutes plus tôt. Emma, la serveuse fauchée, portait une broche de lys très coûteuse. « Bingo !» murmura Agatha. « Patronne, vous avez trouvé quelque chose ?» J'ai trouvé la vraie Alice au pays des merveilles. Tony, une Alice avec un tablier et une broche volée. Agatha raccrocha sans attendre la réponse de Tony. Le passé de Clarissa Blake était en réalité l'histoire d'Emma. Mais quel était le lien entre cette broche et le meurtre? Et surtout, comment cette histoire rejoignait-elle le mobile de James? Elle réalisa qu'elle était assise dans le fauteuil que James avait lui-même choisi pour elle. L'odeur de sa pipe flottait encore faiblement dans l'air. Elle se leva, pleine d'un élan nouveau. Elle n'avait pas le temps de pleurer sur leur relation compliquée. James était en danger, accusé de meurtre. Elle devait interroger Emma. Mais cette fois, elle n'irait pas la voir à son travail, où elle avait un alibi facile. Elle irait la voir chez elle, tard le soir, quand les masques tombaient et que le silence du cottage forçait les confidences. Agatha attrapa ses clés de voiture. Il faisait nuit noire. Les collines des Cotswolds semblaient veiller sur Carcely, gardant jalousement leur secret. Le dénouement de cette histoire n'allait pas se jouer sur les preuves scientifiques, mais sur l'hypocrisie et les vieilles rancœurs. Elle avait une intuition. Et à Carcely, l'intuition d'Agatha Raisin était souvent bien plus fiable que n'importe quel relevé d'empreinte digitale. Chapitre 7. La broche au lys et les aveux. Il était presque minuit quand Agatha se gara discrètement à l'angle de la rue, à 2 pas de la maison de Madame Masson. Le cottage, où logeait Emma, était plongé dans l'obscurité, à l'exception d'une faible lueur jaune filtrant derrière les rideaux à l'étage. Agatha sortit de la voiture, son imperméable en tweed l'enveloppant comme une carapace. L'air était froid et humide, portant le parfum de la terre fraîchement labourée. Elle frappa à la porte. Après un long moment, une fenêtre s'ouvrit au rez-de-chaussée. « Qui est là ?» demanda la voix grincheuse de Madame Masson. « C'est Agatha Raisin. Je dois parler à Emma d'urgence pour le travail. » Agatha savait que ce n'était pas très honnête, mais elle avait James à sauver et peu de temps. La fenêtre se referma avec un claquement sec et quelques secondes plus tard, la porte s'entr'ouvrit. Emma se tenait là, les yeux rouges et gonflés par les larmes, vêtue d'un simple peignoir. Elle était à la fois épuisée et terrorisée. « Madame Raisin, qu'est-ce qui se passe? La police est revenue? » « Non, Emma. C'est pire. C'est moi, » dit Agatha, qui entra sans attendre d'invitation.
Le petit salon était encombré de souvenirs désuets et sentait le désinfectant. Agatha se tourna vers la jeune femme. Clarissa Blake s'appelait en réalité Clarissa Blunt. Et elle a été impliquée dans le vol de la broche au lys de Lord Harrington, à Londres, il y a une dizaine d'années. Le teint déjà pâle d'Emma devint livide. Elle chancela et dut s'agripper au dossier d'une chaise pour ne pas tomber. Comment savez-vous cela? Les relations publiques? Ma chère Emma, c'est mon métier. Et la broche au lys que vous portiez dimanche dernier à l'église, ce n'est pas un bijou de famille bon marché. Elle valait une fortune. Emma éclata en sanglots. Des sanglots silencieux, désespérés. Vous avez raison, dit-elle en s'asseyant lourdement. Ce n'est pas un bijou de famille. C'est ma seule raison d'être ici. Clarissa l'a volé à mon grand-oncle il y a toutes ces années. Elle a simulé une faillite et une fuite. Mais j'ai retrouvé sa trace ici. Agatha hocha la tête. L'histoire prenait forme. Vous êtes venu la récupérer. Oui, mais elle m'a vue. Elle m'a reconnue. Elle a menacé d'appeler la police et de dire que fois l'avais volée, à moins que je ne travaille pour elle, gratuitement, pour payer une dette imaginaire. Elle m'a traitée comme une esclave. Elle s'amusait de ma situation. Et vous avez accepté. Parce que vous saviez qu'elle ne voulait pas que son passé londonien remonte à la surface ici, dans ce village respectable. Elle ne m'a laissé aucun choix. J'avais des preuves contre elle. Mais je n'osais pas les utiliser, car j'avais trop peur que la police me soupçonne aussi. Je lui ai dit hier soir que je la quittais. Je lui ai dit que si elle essayait de me faire chanter, je révélerais tout ce que je savais sur elle. Agatha se souvint des bribes de conversation rapportées par Bernard Tully. « Tu ne peux pas me renvoyer comme ça, je sais ce que tu as fait à Londres. »« C'était vous, la voix féminine ?» demanda Agatha. « Oui. » Elle riait. Elle m'a dit que je pouvais partir quand je voulais, mais qu'elle appellerait le surintendant de la police dès que j'aurais franchi la porte. « Et vous l'avez tuée ?» Emma leva les yeux. La sincérité de sa terreur était impossible à feindre. « Non, jamais. Je n'en avais plus besoin. Elle était déjà morte pour moi. En mourant, elle me libérait de son emprise. Pourquoi l'aurais-je empoisonnée ?» Agatha l'observa attentivement. La logique d'Emma tenait la route. Son mobile n'était pas le meurtre, mais la survie et le secret. Une fois Clarissa morte, son chantage prenait fin. « Où étiez-vous ce matin, juste avant que Clarissa ne prenne sa part de tarte ?» J'étais à l'extérieur, sur la terrasse, en train de servir les boissons fraîches. Je peux vous jurer que je n'ai pas approché la table. Mais Emma s'interrompit hésitante. « Mais quoi, Emma ?»« Mais j'ai vu Molly. Molly Hargreaves. » Molly, elle était loin, à côté de sa propre tarte. Non, juste avant la cérémonie de dégustation, elle est entrée en cuisine. Elle a dit à la cuisinière qu'elle avait oublié son tablier, celui avec la broderie de petits canards, dans la réserve. Elle est restée là, seule, pendant une bonne minute. Agatha fronça les sourcils. La cuisine. L'endroit où le bol de garniture empoisonné était censé être gardé. L'endroit où le cyanure avait été versé. Et Molly, l'ancienne pâtissière humiliée, avait menti à Bill Wong en disant qu'elle était restée à côté de sa tarte. Et ce tablier, Emma, que s'est-il passé? C'est bizarre. Quand la police a interrogé Madame Davis, la cuisinière, à propos des effets personnels restés en cuisine, elle a dit qu'elle avait mis le tablier de Molly, celui avec les canards, dans la machine à laver de la réserve. Il était, je cite, « mystérieusement taché par de l'encre noire ». Mystérieusement taché par de l'encre noire. C'était l'indice manquant. Écoutez-moi bien, Emma. James Lacey, l'ancien mari de Clarissa, est en garde à vue. Son empreinte digitale est sur le flacon de poison. C'est un coup monté. « James ?» dit Emma, incrédule. « Oh non, c'est terrible !» Agatha regarda la jeune femme, un éclair de compréhension traversant son esprit. « Dites-moi, Emma, quand vous avez servi James à la table des juges, Clarissa s'est penchée sur lui et a pris un objet qu'il avait sur lui. Qu'est-ce que c'était ?» Emma réfléchit un instant, les larmes séchant sur ses joues. « Je crois qu'il posait sa pipe sur le bord de la table. Clarissa l'a prise, s'en est moquée et l'a rendue. Elle a touché sa pipe. Et l'étui de sa pipe, il était en quoi? En cuir. Un vieil étui noir. James le porte toujours dans sa poche de veste. Agatha eut un haut le cœur. C'était trop facile. Molly avait un mobile, elle avait l'accès, et elle avait un faux alibi. Et elle était terrifiée par la mention du chardon sur la cuillère, un motif écossais. Molly était d'origine écossaise. La cuillère appartenait probablement à son service personnel. Utilisée en cuisine, Agatha se leva. « Écoutez-moi, Emma.
Si vous voulez que je vous couvre pour cette broche, vous allez m'aider. Vous allez dire à Bill Wong que vous avez vu Molly entrer en cuisine. Et vous allez lui parler de ce tablier. « Et James ?» demanda Emma, terrifiée. « Je vais aller le sortir de là. Mais je dois d'abord trouver la pièce manquante. Une pièce qui relie la cuillère de chardon de Molly à James Lacey. » Agatha quitta le cottage, laissant Emma sous le choc. Elle avait la certitude d'avoir trouvé le bon suspect. Molly était l'assassin. Mais comment l'ancienne pâtissière avait-elle piégé James Lacey avec son empreinte? Elle conduisit lentement jusqu'à son propre cottage. La réponse était peu, être là où elle s'y attendait le moins. Et cela impliquait une humilité qu'Agatha Raisin n'aimait pas du tout, sa propre tarte. En rentrant, elle s'affala sur son canapé. Hodge et Boswell vinrent immédiatement se blottir contre elle, ronronnant bruyamment. Elle était épuisée, mais le plan se dessinait dans son esprit. « Le chardon !» murmura-t-elle à Boswell. « Pourquoi le chardon, mon chou ?» Elle se rappela l'attitude étrange de Molly devant la table de compétition. Elle était en colère, certes, mais pas seulement. Elle avait l'air de vouloir éviter quelque chose. Agatha se leva et se dirigea vers sa cuisine. Sa propre tarte, celle qu'elle avait assemblée avec des ingrédients achetés, trônait encore sur le comptoir, recouverte d'un film plastique. Personne n'avait osé y toucher depuis l'incident. Elle enleva le film plastique et se pencha. Elle n'avait même pas mis de tartelette de démonstration sur le bord. C'était une tarte entière, prête à être jugée. Et là, sur le bord de la croûte, juste à côté d'un endroit où elle avait écrasé la pâte avec son doigt pour lui donner un air rustique, elle remarqua une petite incrustation sombre, presque invisible. Elle l'observa de plus près. C'était un petit morceau de tissu, un fil de laine vert sombre, trop épais pour être un fil de sa propre robe. C'était de la laine à tricoter. Et dans le petit village de Carceli, il n'y avait qu'une seule femme qui passait son temps libre à tricoter des pulls de Noël pour les enfants du village. Molly Hargreaves. Agatha sourit. Le plan de Molly commençait à s'effondrer. Mais le mystère de l'empreinte de James restait à élucider. Il fallait qu'elle parle à James. Et elle avait besoin d'un appât. Elle savait déjà ce qu'elle allait utiliser. Chapitre 8. L'innocent et le fil de laine. Agatha ne dormit que 3 heures. Et encore, le sommeil fut peuplé de tartes aux fruits géantes et de chardons menaçants. À l'aube, elle était déjà debout, aussi fraîche et déterminée qu'elle pouvait l'être après une nuit passée à ruminer un empoisonnement. Elle passa une partie de la matinée à manipuler sa propre tarte maudite. Elle retira délicatement le petit fil de laine vert sombre de la croûte, le plaça dans une petite enveloppe et l'apporta au bureau de la gendarmerie. Bill Wong, qui était resté éveillé toute la nuit, accueillit Agatha avec une lassitude désespérée. Il avait l'air d'avoir 40 ans de plus. « J'ai trouvé la preuve qui innocente James, Bill. Je veux le voir. » Maintenant, Bill se pinça la retedunaise. « Nous avons trouvé le flacon de poison, Agatha. L'empreinte est là. »« Je ne peux pas. »« L'empreinte est là parce qu'il a été piégé, Bill. Et j'ai la preuve que Molly Hargreaves s'est approchée de ma tarte. Regarde ça. » Agatha sortit le minuscule fil de laine. Elle expliqua comment Molly était la seule personne du village à tricoter ce type de laine brute pour ses pulls de Noël, et comment la laine n'aurait pu se retrouver que sur sa tarte qu'en cas de contact proche. Cela prouve qu'elle a quitté sa place et s'est approchée de la table des compétiteurs avant l'incident. Et elle a menti à ce sujet. Elle a un mobile, elle a menti sur son alibi, elle s'est débarrassée d'un tablier et elle était terrifiée par la cuillère au chardon. Tout accuse Molly. Bill observa le fil avec un scepticisme professionnel, mais l'accumulation des indices était impossible à ignorer. Il accepta finalement, à contre-cœur, de laisser Agatha s'entretenir avec James. Agatha entra dans la petite salle d'interrogatoire avec un mélange de soulagement et d'agacement. James était assis, l'air abattu et froissé, mais soulagé de voir un visage familier. « Agatha! Oh, Dieu merci! Je savais que tu viendrais. Bien sûr que je suis venue, James. Tu es en train de gâcher mon week-end avec cette histoire ridicule. » Il sourit faiblement. Leur relation, même dans les pires moments, était basée sur une ironie mutuelle. « Écoute-moi bien, James. Nous allons te sortir de là. Mais tu dois me dire la vérité. Tu as touché cette bouteille de cyanure. Pourquoi ?» James secoua la tête. « Je te jure que je n'ai jamais vu de bouteille de poison. Je ne suis pas un meurtrier, Agatha. Je sais que tu n'es pas un meurtrier, mais tu as fait quelque chose. Réfléchis.
Le matin du concours, tu as aidé Clarissa à quelque chose ? James fronça les sourcils, essayant de se souvenir à travers le brouillard de sa propre panique. Le matin du concours. J'étais là tôt, pour faire les 100 pas. Clarissa voulait que je lui donne un coup de main avec la logistique du jury. Elle m'a demandé d'aller chercher une boîte de thé spéciale pour les juges. Un lapsang souchong très rare. Elle a dit que c'était dans le placard de la réserve. La réserve. Elle communique avec la cuisine. James. Oui, j'y suis allée. C'était sombre et en désordre. Il y avait une petite étagère avec des boîtes de sucre et des sachets de thé. J'ai dû écarter quelques petits flacons non étiquetés pour atteindre la boîte de lapsang. Et, pressa Agatha, son cœur battant à tout rompre. Tu as touché l'un de ces flacons ? J'ai dû en prendre un dans ma main, oui. Je l'ai posé sur le bord du comptoir pour faire de la place. C'était une petite bouteille sombre. Je pensais que c'était du produit nettoyant pour la vaisselle. J'ai juste. Je l'ai touché avec 2 doigts pour la déplacer. Et ensuite, j'ai pris le thé et je suis partie. Tu t'en es souvenu maintenant ? Avec tout le stress. Et la mort de Clarissa, j'avais oublié ce détail. Ce n'est que quand Bill a parlé de la cuisine. Agatha ferma les yeux un instant. C'était ça. L'explication était d'une simplicité désarmante. James avait touché la bouteille de poison de Clarissa de manière totalement innocente, la laissant ainsi vulnérable à une mise en scène. Clarissa avait probablement gardé le cyanure en cuisine, soit pour s'en servir elle-même, qui sait de quoi elle était capable, soit pour le jeter plus tard. Molly, ayant accès à la réserve, avait pu la voir. « Tu es tiré d'affaire, James », dit Agatha, sentant une vague d'émotion la submerger. « Vraiment ? Vraiment. Mais tu dois me promettre une chose. Reste tranquille. Je vais régler le problème. Et quand ce sera fini, je veux que nous ayons une conversation très sérieuse sur notre situation. » James la regarda avec une affection sincère. « D'accord, Agatha. Je te le promets. » Agatha laissa James soulagé dans le bureau et sortit retrouver Bill, le visage rayonnant de triomphe. James est innocent. Il a touché la bouteille innocemment en cherchant une boîte de lapsang souchong. Il ne l'a déplacée que pour accéder au thé. Bill Wong soupira. Le lapsang souchong ? Sérieusement ? C'est le mobile le plus James Lacey que j'ai jamais entendu. C'est l'explication la plus plausible, Bill. Et maintenant, nous n'avons plus qu'une coupable. Molly Hargreaves. Vengeance professionnelle. Un motif écossais, le chardon, qui prouve que c'était sa cuillère. Un fil de laine qui prouve qu'elle a touché la table des tartes. Un tablier mystérieusement lavé et l'aveu indirect d'Emma qu'elle était en cuisine. Elle a dû voir James toucher la bouteille. Et elle a eu l'idée brillante de l'encadrer. Bill acquiesça lentement. Le tableau s'éclaircissait. « Qu'est-ce que tu me suggères, Agatha ?» Un piège, Bill. Molly ne craquera pas devant un interrogatoire policier classique. Elle est têtue. Il faut la confronter publiquement, comme elle l'a fait pour Clarissa. Il faut la réunir avec tous les témoins. Agatha avait déjà tout planifié. Elle avait besoin d'un lieu neutre, mais social. Un lieu où le chœur du village serait présent pour amplifier la pression. La salle paroissiale, dit Agatha. Nous organisons une réunion pour discuter de l'avenir du coin de Lavande maintenant que Clarissa est partie. Nous invitons Molly, Bernard, Emma et les dames du comité. Et surtout, nous amenons la cuillère au chardon. Bill regarda Agatha, partagée entre l'exaspération et l'admiration. « Et tu vas jouer les Miss Marple au milieu d'une assemblée publique ?» Exactement, Bill. Molly pensait avoir gâché la fête. Nous allons lui montrer que la fête ne fait que commencer. Mais il nous manque un détail crucial. Un détail qui prouve que l'échange de cuillères est lié au poison. Agatha savait que le poison était dans la garniture, mais il y avait la cuillère de chardon dépareillée. Pourquoi l'échanger ? À moins que la cuillère de chardon n'ait été celle utilisée pour mélanger le poison ou pour servir la portion fatale. Il faut retrouver le tablier et il faut interroger la cuisinière, Madame Davis, sur cette cuillère. Elle était la seule à pouvoir l'avoir vue dans la réserve. Agatha et Bill sortirent de la gendarmerie, le plan de la confrontation finale étant désormais tracé. Le drame allait se rejouer, non pas devant des tartes, mais devant le public affamé de commérages de Carcely. Et cette fois, Agatha Raisin allait s'assurer d'être la seule gagnante. Chapitre 9. Le chœur des accusateurs. La salle paroissiale de Carcely sentait le bois poussiéreux, le désinfectant bon marché et curieusement la vieille angoisse. Une 50aine de chaises étaient disposées en demi-cercle devant une petite estrade. Malgré l'heure matinale et l'urgence de la convocation, la salle était pleine. Le meurtre était bien meilleur qu'un spectacle.
Les visages des participants formaient un tableau familier. Madame Gore, parée de son éternel chapeau à plumes, était assise à côté du vicaire, cherchant ostensiblement la sympathie. Bernard Tully, l'air aussi nerveux qu'un lapin piégé, était au 3e rang, s'essuyant les mains sur son pantalon. Assise au 1er rang, les bras croisés et le menton haut, se trouvait Molly Hargreaves. Elle avait la posture d'une martyre, mais Agatha pouvait déceler dans ses yeux sombres une lueur de défi glacé. Elle se sentait cernée, mais pas encore vaincue. Bill Wong, l'air épuisé, se tenait près de la porte, laissant Agatha seule sur l'estrade, comme un acteur prêt à monter son spectacle. « Merci d'être venu », commença Agatha, sa voix portant sans effort dans le silence respectueux. Elle portait son meilleur tailleur bleu marine, celui qui lui donnait l'air d'une femme d'affaires. Elle avait besoin d'une apparence impeccable pour diriger ce chœur. « Nous sommes ici pour parler de la tragédie qui a frappé notre village. Madame Blake, dit-elle en faisant une pause dramatique, était une femme complexe, qui a laissé derrière elle non seulement des recettes de scone, mais aussi un héritage de rancœur. Madame Mason tout sauta bruyamment pour signaler son accord. La police a procédé à des interrogatoires. Et je voudrais tout de suite mettre fin à une rumeur persistante et totalement fausse. Monsieur James Lacey est totalement innocent de ce meurtre. » Agatha regarda James, assis à l'arrière, qui lui adressa un hochement de tête reconnaissant. Son empreinte digitale sur le flacon de poison, expliqua Agatha, était le résultat d'une banale maladresse. Il cherchait une boîte de thé spécifique pour le jury et a déplacé ce flacon sombre qu'il croyait être un produit nettoyant. Un geste innocent, une terrible coïncidence. Un murmure de déception parcourut la foule. Le meurtre sans la romance n'était pas aussi croustillant. La police s'est concentrée sur les preuves, continua Agatha, mais moi, je me suis concentrée sur la vérité émotionnelle. Et la vérité est que Clarissa Blake, ou plutôt Clarissa Blunt, manipulait plusieurs personnes. Elle se tourna vers Bernard Tully. « Monsieur Tully, confirmez-vous que Madame Blake vous faisait chanter pour obtenir un permis de construire menaçant de révéler vos activités à Blackpool ?» Bernard devint écarlate, mais sous la pression du regard de toute l'assemblée, il murmura « Oui, elle me faisait chanter. Merci. Votre mobile est la libération, pas le meurtre. Vous êtes rayé de la liste. » Agatha se tourna ensuite vers Emma, la serveuse, qui était assise à côté de Madame Bloxby. Emma était encore nerveuse, mais son visage était plus ferme. « Emma, cette femme vous a forcé à travailler sans salaire et vous a traité de façon honteuse. Mais vous avez l'assurance que sa mort met fin à son chantage. Vous n'avez plus de raison de la tuer. Vous êtes innocente. » Agatha donna à Emma un sourire d'encouragement. Elle avait désormais les mains libres. Elle se concentra sur Molly Hargreaves, plantant son regard dans le sien. « Il reste une personne, Molly. Une personne qui a tout perdu à cause de l'arrivée de Clarissa. Son statut dans ce village, son gagne-pain, son honneur. Une personne dont la cuisine a été qualifiée de rustique. » Le murmure se tut. Tous les regards se fixèrent sur Molly. « Vous avez une rancune tenace, Molly. Une rancune qui a fermenté dans ce village. Et vous avez menti à la police sur votre position juste avant la dégustation. » Molly se leva, le visage blanc de rage. « Ce n'est pas vrai, je n'ai pas menti. J'étais aux toilettes et ensuite à côté de ma tarte. » Elle m'avait humiliée publiquement. « Je suis honnête. »« Vous n'êtes pas honnête, Molly, » répliqua Agatha, laissant une légère moquerie teinter sa voix. « Vous vous êtes approché de la table des tartes. La preuve est ridicule de simplicité. » Agatha ouvrit la petite enveloppe blanche et en sortit le minuscule fil de laine vert sombre. « Ceci est un fil de laine. Il provient de la laine brute que vous utilisez pour tricoter vos célèbres pulls de Noël. J'ai trouvé ce fil incrusté dans la pâte de ma propre tarte, posée à côté de la vôtre. » Agatha brandit le fil. « Vous étiez à la table, Molly. Vous êtes allée voir la tarte de Clarissa pour un dernier regard envieux. Vous avez peu être même touché sa tarte. Mais vous êtes surtout venue pour le coup de théâtre. » Molly était silencieuse, pétrifiée. Son regard ne quittait pas le fil de laine. Mais l'indice le plus important, poursuivit Agatha, était la cuillère. La cuillère de chardon qui gisait à côté de Clarissa. Une cuillère qui ne faisait pas partie du service victorien de Rose de la défunte. « Bill, s'il te plaît. » Bill Wong, comprenant le signal, s'avança et déposa sur la table une cuillère en argent, un motif de chardon gravé sur le manche. Cette cuillère, Molly, est à vous, n'est-ce pas? Elle faisait partie de votre service personnel que vous gardiez dans le tiroir de la réserve. Le chardon, le symbole de votre Écosse natale, n'est-ce pas? Molly ne répondit pas.
Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson hors de l'eau. « Et pourquoi cette cuillère était-elle là ?» dit Agatha, sa voix s'élevant pour dominer le bruit des respirations coupées. « Parce que vous avez empoisonné la garniture dans la cuisine et non la part sur la table. » Agatha expliqua. « Vous êtes allé en cuisine, soi-disant pour chercher votre tablier, mais en réalité, vous saviez où Clarissa gardait son poison. Vous aviez l'habitude de cette cuisine. Vous avez pris le flacon que James venait de déplacer et vous avez versé le cyanure dans le grand bol de garniture aux fruits rouges, celui que Clarissa allait présenter au public. Vous avez utilisé cette cuillère de chardon, votre cuillère, pour mélanger le poison dans la confiture de fruits. Le cyanure sent l'amande amère, un arôme que l'on ne peut pas détecter facilement dans un mélange sucré et fruité. C'était le récipient parfait pour dissimuler la preuve. Vous avez caché le flacon dans le sac de farine et vous avez jeté la cuillère de chardon sur le plateau de service pour vous en débarrasser rapidement. Vous pensiez qu'elle passerait inaperçue parmi les autres couverts. Molly secoua la tête, les larmes coulant sur ses joues, mais elle tentait toujours de se défendre. « Ce n'est pas vrai, j'ai juste pris mon tablier. » Votre tablier qui a été mystérieusement taché d'encre noire et qui était dans la machine à laver de la réserve, rétorqua Agatha, frappant la table du plat de la main. C'était la cuisinière, Madame Davis, qui l'a dit à Emma. Et pourquoi ce tablier était-il taché, Molly ? Parce qu'une goutte de cette mixture de cyanure y a éclaboussé. Vous l'avez lavé immédiatement pour faire disparaître l'indice. Agatha s'approcha de Molly. Elle était à présent au sommet de son art, jouant avec l'assemblée comme un chef d'orchestre. Et vous avez commis une dernière action, Molly, la plus ignoble de toutes. Vous avez vu James Lacey toucher le flacon innocemment plus tôt. Vous saviez que son empreinte était dessus. Alors, quand vous avez mis le poison, vous avez délibérément laissé ce flacon à un endroit où il serait découvert, sachant que James serait le premier suspect. Votre vengeance n'était pas seulement contre Clarissa, Molly. Elle était contre tout ce qu'elle représentait. La nouveauté, l'arrogance, le dédain pour les traditions. Et vous vouliez vous assurer que le village ne vous soupçonnerait jamais en faisant accuser un homme respectable. Vous avez transformé un concours de pâtisserie en une affaire de jalousie et de malveillance. La rage et le désespoir submergèrent Molly. Elle ne pouvait plus se contenir. « Elle l'a mérité !» hurla-t-elle, ses mots résonnant dans la salle. « Elle a ri de moi. Elle a dit que ma cuisine était pour les poules. Elle a volé mon travail. Elle a volé mon honneur. » Elle s'effondra en larmes sur sa chaise, son corps secoué par des hoquets. « Je suis la seule qui est restée ici. Je suis honnête. » Elle était une menteuse. Bill Wong, comprenant que l'aveu public était total, s'avança. Il posa doucement une main sur l'épaule de Molly. « Calmez-vous, Madame Hargreaves. » Les femmes du village murmuraient, choquées par la brutalité de la vérité. Le vicaire, le bon pasteur Blocksby, se leva, l'air grave, et s'approcha de Molly pour lui offrir un mouchoir. Agatha, elle, se sentit soudainement vidée, l'adrénaline retombant. Le triomphe était là, cuisant et total. Elle avait résolu l'affaire, elle avait prouvé l'innocence de James et elle avait humilié sa rivale. Elle regarda James à l'arrière. Il la regardait aussi, un mélange d'admiration et de peur dans ses yeux. Il l'admirait pour son intelligence et sa détermination, mais il avait peur de sa capacité à démolir les gens. C'était leur dilemme éternel. Agatha tourna le dos à l'assemblée et quitta l'estrade. Elle donna à Bill un petit clin d'œil de la tête. « Elle est à toi, Bill. Maintenant, fais-moi sortir James. J'ai besoin de le gronder correctement. » Elle sortit de la salle, laissant derrière elle le chaos des révélations, le bruit des commérages relancés et l'odeur de la justice, amère comme l'amande. Elle avait réussi. Mais la victoire avait un goût étrange. Elle était la meilleure détective de Carcely. Mais la romance restait, comme toujours, insaisissable. Chapitre 10. La mariée était en noir. Le ciel au-dessus de l'Ox-du-Bêche était finalement décidé à craquer. Ce haine n'était pas une pluie ordinaire, mais un déluge biblique, une cataracte d'eau glacée qui transformait les routes en torrents et les champs en marécages. Le vent hurlait à travers les vallons, secouant les vieux arbres comme des brins de paille. Hamish Macbeth agrippait le volant de sa Land Rover, luttant contre les bourrasques qui menaçaient d'envoyer le véhicule dans le fossé. Devant lui, sur L unique route qui reliait le château à la civilisation, il aperçut les phares xénon agressifs d'une voiture de sport basse et profilée. C était la voiture des Imogen. Elle roulait vite, trop vite pour ces conditions, dérapant dangereusement sur le bitume inondé. Hamish ne réfléchit pas.
Il donna un coup de volant brusque, plaçant son lourd véhicule en travers de la chaussée, bloquant totalement le passage. Il alluma ses gyrophares bleus, qui tournoyèrent tristement sous la pluie battante. La voiture de sport freina en catastrophe. Les pneus crissèrent sur l'asphalte mouillé et le bolide S arrêta à quelques centimètres à peine de la portière du policier. Hamish soupira, remit sa casquette et sortit sous l'averse. Lugh sagement resta recroquevillé sur le siège passager, enfouissant sa truffe sous ses pattes. Imogen Loudon baissa la vitre de sa voiture. Elle portait de grandes lunettes de soleil noir, ridicules sous cet orage, et ses cheveux blonds étaient tirés en arrière, impeccables. « Êtes-vous fou, Macbeth ?» hurla-t-elle pour couvrir le bruit du vent. « Bougez cette épave! J'ai un avion à prendre à Glasgow. » Amy Chess accouda à la portière, elle haut ruisselant de sa visière, directement sur le cuir coûteux de l'habitacle. « L'aéroport sera fermé avec ce temps, mademoiselle Imogen. Et de toute façon, je ne pense pas que vous alliez à Glasgow. Je pense que vous fuyez. » « Je ne fuis pas, je suis pressée. Je dois sauver l'empire familial. »« L'empire est en ruine, » dit Hamish calmement. « Tout comme la tête de votre mère. Coupez le moteur, s'il vous plaît. » Elle hésita. Sa main gantée de cuir se crispa sur le volant. Pendant une seconde, Hamish crut qu'elle allait tenter de forcer le passage, quitte à percuter la voiture de police. Puis, elle tourna la clé avec un geste de rage contenu. Le moteur puissant, c'est tout. « Vous n'avez rien contre moi ?» siffla-t-elle. « Oh, mais si !» mentit Hamish avec son assurance habituelle de Highlander. « J'ai beaucoup de choses. J'ai un témoin qui a vu une silhouette en noir faire un signe de croix inversé sur le corps. J'y ai une odeur de menthe sauvage sur vos chaussures. La même menthe qui pousse sur le sentier arrière. Celui que vous avez emprunté pour surprendre votre mère sans être vue. » Imogen retira ses lunettes. Ses yeux bleus étaient durs comme de l'acier. « La menthe ? Vous bluffez, Macbeth. Essayez-moi. Sortez de la voiture et montrez-moi vos semelles. Si elles sont propres, je vous laisse passer. Si elles ont des traces de terre noire et de menthe écrasée, eh bien, c'est une autre histoire. » Elle ne bougea pas. Elle le fixa, calculant ses chances. Hamish soutint son regard, son visage ruisselant de pluie, mais ses yeux noisettes pétillants, une intelligence qu'il cachait si bien d'ordinaire. « Elle allait tout détruire, dit-elle soudain, sa voix étrangement calme. Elle avait signé ce contrat stupide. Elle allait dilapider mon héritage dans ce projet grotesque de spa. Elle m'avait promis de me laisser gérer les finances après le mariage, mais j'ai entendu sa conversation téléphonique hier après-midi. Elle comptait me déshériter si je tentais de prendre le contrôle. « Alors vous êtes allé la voir, dit Hamish. Je suis passé par le sentier du docteur. Je ne voulais pas que Alastair me voie. Je voulais lui parler une dernière fois. Et vous l'avez trouvé avec Sylvia. » « Non, dit Imogen avec un petit rire méprisant. Sylvia partait en courant, cette idiote, en pleurnichant avec sa bougie. Maman était assise là, à boire. Elle riait. Elle m'a dit « Regarde ta tante, Imogen. C'est ce qui t'attend si tu me désobéis. » Une vieille fille pauvre et pathétique. Un éclair déchira le ciel, illuminant le visage d'Imogen. Il ressemblait à un masque de marbre. « Je n'ai pas réfléchi, continua-t-elle. Il y avait cette lourde bouteille de champagne sur la table. Je l'ai juste fait taire. C'était si facile. Un seul coup, et le silence est revenu. Enfin. Et le voile ? Demanda Hamish. Pourquoi le voile ? Imogen grimaça. Une expression de dégoût pur. Elle avait les yeux ouverts. Elle avait l'air surprise et laide. Je déteste la laideur. Le voile était là, sur la chaise. Je l'ai posé pour cacher son visage. C'était plus propre. Plus digne. Et le signe de croix ? Alastair a vu un geste. « Oh, ça !» fit-elle avec dédain. « Je vérifiais juste si mon collier de perles N était pas cassé. Maman avait essayé de m'agripper en tombant, je remettais mes vêtements en place. Alastair est un idiot superstitieux, est-ce qu'il a vu une prière là, dedans ?» Hamish secoua la tête. C'était glaçant. Pas de remords, pas de passion, juste de la gestion de problèmes. Imogen Loudon n'était pas une meurtrière passionnée. Était une comptable de la mort. « Vous êtes en état d'arrestation, Imogen, » dit Hamish. « Vous n'avez pas de preuves, » répéta-t-elle, retrouvant son arrogance. « est ma parole contre la vôtre. Et J est les meilleurs avocats de Londres. » À cet instant, des sirènes hurlèrent derrière la Land Rover. 2 voitures de police de Strathbane arrivèrent en dérapant, suivies de près par le véhicule de l'inspecteur-chef Blair.
Blair sortit de sa voiture, son imperméable claquant au vent, le visage rouge de fureur. « Macbeth, qu'est-ce que vous faites encore au milieu de la route ? Vous bloquez la circulation. J est votre coupable, monsieur, » dit Hamish en s'écartant de la portière des Imogen. Mademoiselle Loudon vient d'avouer le meurtre de sa mère. Elle a donné des détails que seule la police connaissait. Blair S. arrêta net, la bouche ouverte, recevant la pluie dans le gosier. Il regarda Imogen, puis Hamish. « Elle a avoué ? À vous ? » ?»« Oui, monsieur. Elle était bouleversée, » dit Hamish en jouant la comédie. « Elle voulait se confier à un visage ami. Je suis sûre qu'elle va tout vous répéter si vous lui demandez gentiment. » Blair bombait le torse, voyant déjà les gros titres des journaux. LS de la police, de Strathbane, résout elle affaire due, mariage sanglant. Excellent travail, Macbeth. Pour une fois, grogna-t-il. Anderson, mettez les menottes à cette femme et lisez-lui ses droits. Imogen ne résista pas. Elle sortit de sa voiture avec la dignité d'une reine montant à l'échafaud, lançant un dernier regard de haine glaciale à Hamish. « Vous le paierez, paysan !» murmura-t-elle en passant près de lui. « Peut être, » répondit Hamish. « Mais ce soir, je vais dormir dans mon lit. Et vous, mademoiselle, vous allez découvrir que les matelas de la prison de Strathbane sont beaucoup moins confortables que ceux de Glenbranagh. » Hamish regarda le convoi repartir sous la pluie. Il était trempé jusqu'aux os, il avait froid, mais il se sentait léger. Le lendemain, le soleil revint sur Loch Dob, comme pour s'excuser de son absence prolongée. La tempête avait lavé le ciel, le rendant d'un bleu innocent. Hamish était assis sur le banc devant le poste de police, profitant des rayons tièdes. Luggs dormait à ses pieds, rêvant probablement des hausses à moelle infinie. Sonsi était perché sur le muret, observant une mouche avec une concentration intense. Une vieille Volvo s'arrêta devant le poste. Angela Brody en sortit, suivie d'un Alastair MacLean qui avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 2 jours, mais qui semblait enfin respirer. « Hamish » appela Angela. « Nous allons à l'église pour... » « Enfin, pour organiser les choses. Alastair voulait te remercier. » Le jeune homme s'approcha, serrant la main de Hamish avec vigueur. « Merci, Hamish. Angela m'a dit que Tuem avait évité la prison. C'est surtout Angus MacDonald qu'il faut remercier, » dit Hamish. « Et le fait que tu ne sais pas mentir. »« Le mariage est annulé, bien sûr, » dit Alastair avec un petit sourire triste. « Et le contrat avec. Les avocats sont partis. Je garde mes ruines et mes dettes. Mais au moins, c'est et ma terre. Et Eilid, elle va aider. On va peu être ouvrir ce gîte dont elle parlait. Quelque chose de simple. Pas de spa, pas de luxe, juste les Highlands. C'est une bonne idée, approuva Hamish. Et Sylvia demanda Angela. Elle est partie ce matin, répondit Hamish. Elle a pris le bus pour Eastbourne. Elle a hérité, finalement. Pas tout, car les frais de justice des Imogen vont être colossaux. Mais assez pour acheter sa liberté. Elle m'a laissé une bougie sur le pas de la porte. Une bougie neuve. Angela sourit, ce sourire chaleureux qui faisait d'elle la mère de tout le village. Tu devrais venir dîner ce soir, Hamish. J'y ai fait un rôti. Et Priscilla sera là. Le cœur de Hamish fit un bond. Ce vieux réflexe stupide qu'il n'arrivait pas à contrôler. Priscilla ? Je croyais qu'elle était repartie à Londres. Pas encore. Elle aide son père à régler les dégâts à l'hôtel. Elle a demandé si tu viendrais. Hamish regarda ses bottes usées, puis le paysage grandiose de Loch du Bay. Il regarda Luggs, qui ouvrit un œil, et Sonsi, qui venait de rater sa mouche. « Peut être, dit-il, si je trouve une chemise propre. » Angela éclata de rire et remonta dans la voiture. Alors qu'il s'éloignait, Hamish vit les jumelles Curie passer de l'autre côté de la rue. Elles s'arrêtèrent, le saluèrent de la main et repartirent en jacassant, sans doute en train de réécrire l'histoire pour qu'elle soit encore plus dramatique. Hamish s'étira, sentant ses articulations craquer. Et l'affaire était close. Blair avait sa gloire, le village avait ses ragots pour l'hiver, et Hamish avait sa paix. Il rentra dans le poste, mit la bouilloire sur le feu et s'assit dans son fauteuil. « Tu sais, Luggs, dit-il alors que le chien le rejoignait, on dit que les mariages sont les plus beaux jours d'une vie. Mais franchement, je préfère une bonne tasse de thé et un jour sans cadavre. » Sonsi sauta sur ses genoux, ronronnant bruyamment. Dehors, le loch scintillait, gardant ses secrets sous la surface noire, attendant la prochaine tempête, le prochain drame et le prochain mystère que seul un policier des Highlands
avec un peu de bon sens et beaucoup de patience, pourrait résoudre.